Faire du numérique congolais un levier de croissance économique et de progrès social, telle est la vision de la République démocratique du Congo, dirigée par Félix Antoine Tshisekedi. Mais une série de questions taraudent les esprits, mesdames et messieurs. Comment est-ce possible dans un pays où l'accès aux infrastructures y afférents est encore faible, voire considérablement réduit? Comment rendre ces fantasmes une réalité? Voilà ce dont on va parler dans cette production spéciale sur Web Info Télévision. Et pour en parler avec beaucoup plus de précision et d'éclaircissement, nous recevons sur ces plateaux Christophe Amissi, qui est un des militants de la numérisation de l'économie congolaise et un de, comment vous appelez déjà, Bitcoin maximaliste, c'est ça? Très Et bien. donc, avec lui, nous allons devoir, n'est-ce pas, avoir un peu plus de lumière sur ces différentes questions. Christophe, bienvenue dans ces numéros spéciaux sur Web Info. Merci pour l'invitation, c'est un honneur. Ah, c'est un honneur, oui, bien évidemment, parce que nous sommes également honorés de votre présence ici. Pour d'entrée de jeu, c'est quoi déjà? C'est nous que vous teniez à rendre hommage à la légende du cinéma américain Chuck Norris ou Ah, comment? vous avez deviné, hein? C'est exactement ça, carrément. Alors, très bien, merci. Merci également à tous nos abonnés qui nous captent à pareil instant. Vous êtes un peu moins, nous sommes en train de tendre vers les millions et donc vous formez la meilleure communauté sur Web Info Télévision, une communauté qui est mieux servie, aussi bien en actualité qu'en analyse et en décryptage, mesdames et messieurs. Alors, nous allons d'abord commencer par vous présenter notre invité. Alors, Christophe, vous êtes artiste, vous êtes Bitcoin maximaliste, vous êtes également CEO de Odari Foundation, vous êtes coordinateur de Garji, également fondateur de Ubuntu Bitcoin. Bref, vous êtes un expert en Bitcoin. Alors, c'est quand même un peu trop dire si on devrait... Beaucoup de casquettes, beaucoup de titres. Oui, oui, Ben, oui, c'est oui. typiquement congolais, ça. Alors, c'est même ça le piège, ne vous en faites pas. Mais c'est quand même des secteurs, enfin, des initiatives que j'ai lancées au fur et à mesure et dans lesquelles je ne suis plus trop impliqué. On ne peut pas être impliqué quand même sur 5 projets, sinon c'est de la prétention. Alors, actuellement, je travaille plus comme responsable d'enfants communautaires, qu'on appelle Fonds Dari, et qui, justement, se veut comme une expérimentation de comment est-ce que le numérique, et à l'occurrence, Bitcoin, la crypto-monnaie, pourrait sensiblement transformer la communauté et l'économie du bas à haut, quoi. Alors, nous allons parler évidemment dans cette émission voilà, des avantages de Bitcoin, des avantages également de mobile money, puisque actuellement en République démocratique du Congo, on sent vraiment que les pays est en retard par rapport à d'autres pays. Mais permettez-moi d'abord, je vous appelle Chris, vous le permettez? Alors, Bien Chris, sûr, vous ça savez me que va. je vous en veux. De quoi? Ben, je vous en veux, j'ai une dent contre vous. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce que récemment, ma mère s'est fait arnaquer voilà, Alors, mais dans une initiative de trading. très Et intéressant. franchement, je me suis dit que c'est pas possible. Hein? Comment est-ce possible? Comment une personne peut se faire arnaquer à ces points dans une initiative qu'il pense ou qu'elle pense plutôt être fiable? Alors, Goïtan, ça, c'est aussi bien sensible qu'intéressante comme question. Ne vous en faites pas, votre maman l'a probablement été récemment, mais c'est plus des 15 ans que ces genres d'arnaques reviennent. C'est peut-être tous les 2 ans avant Daobit, c'est la récente. On a eu Ristal, on a eu Auto, Ouais. on a eu, enfin, on en a quand même eu beaucoup. Si on doit en compter dans les 10 dernières années, on ne sortirait pas d'ici. Alors, déjà, le premier constat, c'est que l'éducation financière, peut-être numérique aussi, reste vraiment en berne dans notre région. Et on en a fait notre cheval de bataille. Et donc, déjà, c'est un amalgame que je voudrais bien aborder d'entrée des jeux. Bitcoin n'a rien à voir avec le trading. Ok. Déjà, ça, c'est la base. À chaque fois que l'on toquera à vos portes et que l'on vous promettra des gains faramineux de 10%, c'est pas moi chaque jour et tout ce qui va avec. Bref, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Donc, fouillez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils Alors, vont, ils vont forcément vous prendre votre argent, quoi. oui, justement, on va être le plus pédagogique possible puisque notre public a besoin d'en savoir un peu plus. Alors, exactement en français facile, c'est quoi un Bitcoin? Très bien. Alors, Bitcoin, c'est deux choses principalement. C'est avant tout une monnaie, c'est une devise comme le dollar, comme le franc congolais. C'est aussi une infrastructure de paiement, comme Airtel Money, comme PayPal, comme Mastercard et tout ce qui va avec. Alors, l'avantage, c'est que c'est décentralisé. Donc,
À la base, chaque monnaie doit avoir une entité émettrice qu'on appelle un État. Pour le Bitcoin, cette entité émettrice, c'est même là le côté hilarant de la chose, c'est que c'est un homme qui a disparu et dont on ne sait pas remonter à la source. Alors, il a choisi les pseudonymes Satoshi Nakamoto, il a créé... C'est un japonais. Non. Alors, personne ne sait les dire. Enfin, C'est un nom japonais. ça risque de ne pas être un Ou c'est japonais, un code. justement, puisqu'il voulait qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Du coup, il avait tout intérêt à prendre un nom qui ne représente pas ce qu'il est réellement. Alors, il crée Bitcoin en 2009. Il lance les protocoles le 3 janvier, je crois. Et la première des choses, c'est qu'il attire d'abord l'attention de la communauté mondiale, mais qu'est-ce qui se passe? Le timing, il est parfait puisque c'est après la crise, la crise financière de subprime aux États-Unis et où tout d'un coup, les gens se rendent compte que c'est pas moi, les bases sur lesquelles reposent les systèmes financiers internationaux mondiaux sont extrêmement fragiles, pourquoi même pas illusoires, puisque Ouais. du jour au lendemain, les gens ont perdu leur argent, les banques ont fait faillite, et on commence à se poser des bonnes questions. Et dans cet engouement, il y a un jeune, enfin un homme dont on ne connaît pas grand-chose, qui lance un protocole. euh, il lance aussi en même temps une sous forme de catalogue sur comment l'utiliser, il appelle ça le livret blanc. Et donc, les titres, c'est Bitcoin, enfin en français, un moyen de paiement pair à pair. Pair à pair, ça veut dire principalement qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, si vous devez utiliser, par exemple, Airtel Money, si je dois vous envoyer de l'argent sur Airtel Money, vous comprendrez que l'intermédiaire, c'est Airtel Money. Et donc, il va percevoir des frais en tant qu'intermédiaire. Alors, pour Bitcoin, Le frais de retrait. merci, merci bien. Si je dois vous envoyer de l'argent sur Bitcoin, c'est pair à pair. Il n'y a aucune tierce de confiance, Et par aucune tierce conséquent, il n'y partie, a aucun frais de aucun retrait. frais. Alors ça c'est peut-être des avantages sur lesquels on va On va revenir revenir. tout au long de la discussion. Mais je voulais chuter sur un aspect, c'est que sans Bitcoin, il n'y aurait par exemple pas de Wikileaks, les dossiers Wikileaks avec Julian Assange, il n'y aurait pas enfin, je me rappellerai de son nom, le lanceur d'alerte américain qui a fouillé en Russie récemment. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est que Julian Assange tombe sur des documents déclassifiés du Pentagone et qui révèlent des violations des droits humains lors de l'intervention en Irak. Alors, le premier défi auquel il est confronté, c'est qu'il a besoin des ressources pour financer son projet de divulgation et donc une forme de revanche communautaire vis-à-vis de ce que les États-Unis perpétuent en Irak en termes c'est pas moi, d'actes inhumains à tout ce qui va avec. Alors, les États-Unis gèlent tous ses avoirs dans tous ses comptes. Il n'a pas accès à aucun de ses comptes. Alors, c'est là que les premiers défis se posent. Comment des activistes ou alors comment des journalistes qui sont en quête des ressources pour financer des actions contre les premières puissances mondiales, comment ils se font financer? Alors, c'est là qu'il parle de son intention d'utiliser Bitcoin, puisque c'est carrément un système qui échappe un tout petit peu au contrôle des puissants. Et là, Satoshi Nakamoto écrit sur les réseaux, ne faites pas ça, on risque de se prendre un coup de projecteur, on est encore au début, on n'est peut-être pas encore assez solide. Alors lui, il était acculé, il n'avait pas de choix. Il a utilisé Bitcoin, il a levé ses premières ressources là-bas pour financer son projet. Et la CIA s'intéresse au Bitcoin. On a d'ailleurs incarcéré, on a convoqué à la justice certains grands promoteurs de Bitcoin Bitcoin, ouais. qui n'avaient pas choisi un pseudonyme puisque Satoshi, c'était carrément impossible de le trouver. Et donc, c'est de cette façon-là que Bitcoin gagne son chemin et tout le monde s'y intéresse depuis un moment. Et parce que justement, si je vous Hmm. entends très bien, Bitcoin a été lancé, n'est-ce pas, dans l'intention ou dans l'objectif de contourner tout contrôle de l'État. Exactement. Alors, tout contrôle de l'État, c'est un peu, je trouve, biaisé. C'est aussi, c'est dur. Le problème, ce n'est pas forcément l'État, le problème, c'est la souveraineté. Alors ça, c'est la base. On aime bien dire Bitcoin ne vous rend pas riche, il vous rend libre. Alors pourquoi c'est une forme de liberté? Certainement, on nous traitera de tous les noms d'oiseaux, on nous traitera de, c'est pas moi, anarchique et tout, anarchiste et tout ce qui va avec. Mais pourquoi aujourd'hui on devrait d'une manière ou d'une autre se départir du contrôle de l'État? C'est puisque la monnaie, elle est trop importante pour être laissée uniquement entre les mains de l'État.
Et Mais c'est l'un des symboles de souveraineté. ne vous en faites pas, Un État doit avoir le contrôle de sa monnaie. Oui, mais peut-être que c'est même ça le problème, puisque depuis la nuit des temps, l'État a structurellement abusé de ces contrôles-là et de ces pouvoirs. Je vous donne un exemple très facile. Vous êtes Congolais comme moi, donc on va s'entendre mieux. Le taux d'inflation en RDC, le taux moyen d'inflation, il est de 20% chaque année. Ça veut dire que chaque Congolais perd en moyenne 20% de son pouvoir d'achat sur une année. Sur 5 ans, vous perdez l'équivalent d'un 100% de votre pouvoir d'achat. Enfin, en Afrique, on est dans les 15% en moyenne. Dans des pays comme les Zimbabwe en 2021, je crois, ils ont atteint parfois des sommets de 400% sur un mois de perte de pouvoir d'achat. Et donc là, la bonne question revient, est-ce que l'État continue à jouer pleinement ces rôles-là? Aux États-Unis aujourd'hui, je crois hier, sa dette publique a atteint son pic des 30, 39, 39, c'est pas mon 40, 1000 milliards de dollars de dettes publiques. Alors, qui paye les pots cassés? Généralement, c'est au travers de l'inflation. Et l'inflation, c'est une taxe déguisée. Justement. Alors, vous êtes partisan d'une idéologie. Disons-le comme ça. D'une idéologie, le Bitcoin maximalisme. Votre idéologie soutient que les Bitcoins restent quand même la seule crypto fiable. Très bien dit. Pourquoi vous avez cette prétention un peu démesurée? Mais Alors, d'autres cryptos ne valent rien? alors 98% de toutes les cryptos sont soit de répliques du Bitcoin, soit la caricature. Ah bon? Je peux vous le dire par expérience. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a une jeune équipe en Ouganda qui a lancé une crypto. Ils l'ont appelée Kasongoe. Donc, juste pour vous montrer justement aussi bien la facilité que la banalité qu'il y a autour de ces secteurs-là. Alors, pourquoi je pense que Bitcoin, c'est la seule? C'est pour deux raisons. Déjà, c'est la seule crypto avec une vraie prétention monétaire. Ah bon? La seule. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a un pays comme le Salvador qui a donné au Bitcoin cours légal. Donc, autant qu'au Congo, on utilise les francs congolais, au Salvador, on utilise du Bitcoin. C'est le quantième pays, le premier. C'est le premier pays à faire ça depuis longtemps, mais ne vous en faites pas. Il y a de plus en plus d'adoption institutionnelle. Les États-Unis, Donald Trump, qui en avait fait d'ailleurs son discours de campagne, il a dit qu'il va faire du Bitcoin la réserve stratégique des États-Unis d'Amérique. En des termes simples, c'est les États-Unis qui envisagent mettre tous leurs épargnes en Bitcoin. Et ça, ce n'est pas rien. On a des fonds souverains des États comme Abu Dhabi et tous les restes qui sont en train d'utiliser justement Bitcoin comme étant une réserve des valeurs nationales. Et donc, aucune autre crypto ne jouit de ces privilèges-là. C'est très facile de créer une crypto-monnaie, ne vous en faites pas. On peut aussi en lancer une. Alors, l'état des lieux de la crypto en République démocratique du Congo, comment vous pouvez... quelle est la place aujourd'hui de la crypto en République démocratique du Congo? Vous, en tant qu'expert, en tant qu'analyste, comment vous trouvez aujourd'hui la République démocratique du Congo par rapport à cette évolution numérique? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un terrain très fertile pour l'adoption. Déjà, je crois qu'on est les sixièmes en Afrique. On parle des 2 millions, je crois, des 2 millions d'utilisateurs plus ou moins réguliers de la crypto-monnaie au Congo. 2 millions, c'est carrément 2% de la population. Certes, ça reste un chiffre extrêmement bas, mais comparé, je ne sais pas moi, aux besoins peut-être et à la vitesse à laquelle les choses évoluent, il y a de quoi espérer. En Afrique subsaharienne, on parle de 20% de taux de croissance en adoption chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, le côté intéressant de la chose, c'est aussi que pendant que chez les autres, en Europe, quand on parle du Bitcoin, on parle d'un investissement, on parle peut-être pour les détracteurs, parlerait d'un casino et de tout ce qui va avec. C'est peut-être une bouée de sauvetage pour nous aujourd'hui. À Goma principalement, où ça fait plus d'une année qu'il n'y a pas de banque et où justement il y a des arnaques qui prolifèrent. Alors moi, je vois les choses du bon côté. Si les gens commencent à se tourner vers des systèmes financiers alternatifs, bien que parfois en se tournant, la première chose qu'ils rencontrent, c'est de l'arnaque, parfois ça va attirer leur attention. Merci. Ils vont creuser, ils vont découvrir la bonne peut-être. Enfin, je l'espère. Alors, Bitcoin, pensez-vous que c'est une opportunité vraiment, vraiment, vraiment pratique pour la République démocratique du Congo? C'est pas une opportunité, c'est là que vous me traitez d'idéologiste, c'est peut-être un salut.
Alors pourquoi? Puisque aujourd'hui en RDC, on a un taux de bancarisation de seulement 10%. Hein. Seulement 10% de la population a des comptes en bancaires. banque. Et justement, quand on parle des 10%, on estime 10 millions de comptes et tout, 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 tout. Mais vous le savez mieux que moi, il y a des gens qui ont parfois 3 comptes. Il y a des entreprises qui ont 5 comptes. Donc, si on reste au niveau vraiment de la population congolaise, c'est peut-être moins de 7 millions de gens qui ont des comptes bancaires. Et vous le savez, c'est impossible d'envisager un développement quand les gens n'ont pas accès aux services financiers traditionnels, à savoir l'envoi, la réception et le stockage de la monnaie grâce aux infrastructures. Alors, le Bitcoin pourrait résoudre cela. Je parle au conditionnel. Déjà, puisque il ne vous suffit que d'un smartphone pour pouvoir être inclus dans les systèmes. La première des choses. Déjà, le mobile money le fait très bien, peut-être qu'on va y revenir. La deuxième des choses, c'est que vous avez accès à l'économie mondiale. Vous pouvez envoyer de l'argent partout à travers les mondes. Vous pouvez en recevoir de partout à travers les mondes. La troisième bonne nouvelle, c'est que avec des frais imperceptibles qui avoisinent les zéros. Imperceptible, généralement, c'est puisque ça peut atteindre les 0,0001 des frais et tout ce qui va avec. Alors, la troisième bonne nouvelle, c'est aussi que c'est instantané. C'est vraiment à la vitesse de la lumière. J'espère que prochainement, quand on aura cette émission, on va peut-être tester. Ah, justement. Je serai très enthousiaste. Euh, Je serais très ravi de recevoir quelque chose de vous. Enfin, ne vous en faites pas, il y a des bitcoins pour 500 francs congolais. Donc, c'est pas non plus que c'est toujours des grands montants. Et donc, c'est même ça, c'était le point où je voudrais finir. Le bitcoin, il est suffisamment divisible. Donc, aujourd'hui, un bitcoin, je crois hier, il était à 70 000 dollars, un seul bitcoin. La bonne nouvelle, c'est qu'un bitcoin, il est suffisamment divisible en des petites unités, parfois jusqu'à 100, on parle de 100 millions d'unités, qu'on appelle des satoshi, des petites, enfin, la toute petite unité du bitcoin. Et donc, vous pouvez avoir des bitcoins pour 100 francs congolais. Vous pouvez en avoir pour 500 francs congolais. Bref, c'est suffisamment petit pour servir une économie à très basse échelle. Alors, il y a une tradition, notamment à Goma, Hum, en République démocratique du Congo. Généralement, les Gomatraciens disent, bon, ton argent, c'est lui que tu tiens. Très bien, Hein? très bien. Makuta kunyonyo konayo Hum, mukono, c'est comme ça qu'ils le disent. hum, Hein? hum. Tu peux avoir de l'argent en banque, dès lors que tu ne les touches pas, ça ne Ça ne t'appartient pas. t'appartient pas. Est-ce que Bitcoin est venu en quelque sorte, comment dirais-je, résoudre ces problèmes-là? Puisque en République démocratique du Congo, on a un tel problème d'interaction avec le banque que tu peux avoir une urgence à 7 heures et tu n'auras pas accès à ton argent qui loge en banque. Est-ce que Bitcoin Hum. est venu résoudre ces problèmes-là? Absolument. Déjà, le réseau Bitcoin, il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous savez, avec les banques, ils ont des jours ouvrables et des jours où ils ne fonctionnent pas. Avec les banques, vous avez un montant plafond, par exemple. Avec les banques, les processus d'ouverture de compte, parfois, ils vous prennent jusqu'à... Ça peut aller jusqu'à beaucoup de jours, en tout cas, surtout quand vous êtes une Des entreprise. retraits échelonnés aussi. Les retraits échelonnés et tout ce qui va avec. Et puis, pas que les taux de pénétration bancaire en RDC, j'oublie les titres, je vais pas dire de bêtises. Il y a un rapport récemment de la Banque africaine de développement. Euh, il est encore très bas, extrêmement bas, enfin, sur toute l'Afrique. Et donc, la banque reste un luxe inutile pour nous aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est même la valeur ajoutée la plus florissante pour la technologie aujourd'hui, puisque la technologie va nous aider à combler les déficits infrastructurels en Afrique. C'est comme l'intelligence artificielle. Avant, par exemple, pour avoir des écoles, il fallait construire des bâtiments. Il fallait peut-être recruter de meilleurs profs. Il fallait mettre en place toute une logistique déprimante. Et ça coûte énormément de moyens qu'on ne peut pas se permettre. Avec l'IA, avec votre téléphone, vous pouvez apprendre. Avec ChatGPT, je finis l'année dernière et parfois je révisais mes cours avec ChatGPT. Je comprenais mieux avec ChatGPT qu'avec un professeur qui a Professeur. été déplacé de la Belgique et tout ce qui va avec. Avec Bitcoin, c'est la même chose. La technologie qui sous-tend Bitcoin, la blockchain, on ne va peut-être pas en parler peut-être prochainement. Avec Bitcoin, on n'a pas besoin de construire des banques. La technologie s'en sert. Il ne vous suffit que d'un téléphone, d'une connexion Internet. C'est peut-être encore là qu'il y a un petit souci. Le taux de pénétration d'Internet en RDC, il reste autour de 45%. Je crois que ce sont les chiffres du ministre
de l'économie numérique. Numérique. Justement, il parle de 45%. Donc, ça veut dire que plus d'un Congolais sur deux n'a pas toujours une connexion Internet assez stable. Mais l'avantage aussi, c'est que Starlink, il est en train de venir en grande puissance. Et donc, je reste optimiste. Alors, je vous ai entendu pendant quasiment une dizaine de minutes tarir d'éloges à Bitcoin. On va revenir sur les risques, hein, sur les risques et les faiblesses de Bitcoin. Mais quelles sont les infrastructures de base pour utiliser Bitcoin? Alors, pour utiliser Bitcoin, il vous faut juste une application. On appelle ça wallet. Déjà, il faut un téléphone. Oui, il faut un téléphone à la base. Alors, la bonne nouvelle, c'est que jusque-là, il faut un smartphone. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui commencent à venir. Je parlerai des Machankura, enfin, des jeunes entrepreneurs sud-africains qui ont mis en place une possibilité d'envoyer du Bitcoin sur SMS. Ah bon? Donc, même avec un petit téléphone, ça devient possible. Il y a aussi des amis, enfin, ils sont beaucoup plus basés en Inde. Ils ont mis en place Sortez de Wallet. Ça vous permet de le faire sans connexion Internet. Il y a Jack Dorsey, le patron, enfin, le créateur de Twitter, qui est un grand bitcoiner et qui travaille sur une solution qui vous permet d'envoyer sur Bluetooth. Ah bon? Et donc, la connexion Internet ne sera plus un casse-tête incontournable. Les risques des Bitcoin. Alors, les risques, ne vous en faites pas, il y en a. Donc, c'est pas que c'est un modèle parfait. Non, c'est pas un modèle parfait, mais je pense que c'est un modèle parfait à l'exception de tous les restes. Alors, les risques, c'est que le premier risque, c'est la volatilité. Je vous donne un exemple. Il y a 5 mois, enfin, un peu plus ou un peu moins, un Bitcoin valait 120 000 $. Puis c'est à Enfin, 70 000. 26 000 $. Il a atteint son all high time, enfin, son plus haut niveau et tout. Aujourd'hui, il est redescendu à 70, 70 000. à Ouais. 70, merci. Euh, mais j'aime bien dire que la volatilité, c'est le prix à payer pour un actif qui gagne en adoption. Donc, C'est-à-dire, ok, quand un actif est vraiment dans sa phase d'adoption, quand les gens commencent à les découvrir, quand les gens veulent essayer, ils l'achètent et les vendent. C'est vraiment un essai. Ils veulent encore comprendre ce qui se passe. Et quand ils vont acheter, forcément, son prix va augmenter. Quand ils vont chercher à les vendre pour peut-être comprendre davantage, son prix va baisser. Donc, c'est vraiment un cycle volatile. Mais une chose est sûre, dans les longs termes, le prix du Bitcoin, il est condamné à croître, en fait. Puisqu'aujourd'hui, c'est seulement, je crois, 0,5% de la population mondiale qui l'a adopté. Donc, imaginez-vous quand on atteindra ne serait-ce que le 2%. non, mais comprenez-vous quand même la peur de plusieurs Congolais de l'adopter? Alors, la peur, je vais bien, mais la culture, je préfère parler de la Ok. culture. Vous avez parlé de l'argent que tu as en main, c'est même ça ton argent, mais ne vous en faites pas, ça, c'est pas intéressant. Vous êtes à Goma, quand on a été libéré l'année antérieure ou l'année passée, Ouais. vous l'avez vu, il n'y avait que le cash qui pouvait être opérationnel, uniquement. Uniquement. Et ça, c'est un grand problème. Vous avez vos mobile money, pour les échanger en cash, on vous prenait parfois jusqu'à 10% des frais. Justement. Et donc, imaginez que notre économie soit digitale, que vous pouviez aller acheter au marché avec votre cash, comme c'est le cas au Au Rwanda, Rwanda, et qu'il n'y ait pas avec de frais. la fameuse application Momo. Momo, merci, merci. Momo. Donc, on est vraiment très en retard. Et la culture y est pour quelque chose, mais je préfère aussi parler de la volonté politique. C'est bizarre. Mais la volonté politique, la République démocratique du Congo l'a quand même témoigné récemment, l'a quand même démontré récemment. Il y a un ministre de l'économie numérique, Alors, quoi, Augustin Kibasa. il y a Il y a tout un plan du numérique. Vous ne trouvez pas que c'est assez pour dire que la RDC a quand même de la bonne foi alors, dans ce sens? il y a à boire et à manger, et même c'est là le problème. Je crois que les régimes actuels m'ont prouvé une chose, la bonne volonté ne suffit pas. Une fois ne suffit pas. Ok. Il en faut plus. Il faudrait peut-être, je veux dire un peu de compétences aussi, Des intelligences. des intelligences, des technocrates peut-être, des gens qui savent exactement quoi faire. Dit-on que l'affaire est quand même pavée de bonnes Des bonnes intentions. intentions. Ouais, des agendas, des plans stratégiques n'en manquent pas dans ces pays, mais il faudrait que l'on les sente dans les paniers de la ménagère, quoi. Alors justement, puisque nous sommes en train de parler, nous avons esquissé un peu la question liée au retard de la République démocratique du Congo par rapport à d'autres pays, y compris ses pays voisins.
comme le Rwanda, par exemple. Mm. Nous parlons maintenant de la place du mobile money dans l'économie congolaise et dans différentes transactions entre les Congolais. C'est quoi pour toi les principales forces du mobile money? Alors, déjà, la simplicité. Vous savez, pour tenir ou pour organiser des opérations bancaires, c'est parfois inutilement trop. Il faut parfois des files d'attente. Il faut, c'est pas, je crois que Remplir des des formulaires, ça formulaires, en tout fait ça. trop. Ça en fait trop et c'est abusé. De l'autre côté, les mobile money qui vous facilitent même des transactions de 1 dollar, bien sûr, parfois les taux il est un peu usurier. C'est facile à manier aussi, donc avec vos téléphones, enfin un petit téléphone avec des touches, vous pouvez effectuer des transactions. Mais aussi, l'un des plus grands avantages, c'est la proximité. Vous avez des agents qui vous facilitent votre retrait ou votre envoi à chaque coin des rues. Les banques, c'est pas le cas. Et même les banques, c'est pire en fait. On serait tenté de penser que la présence bancaire, elle est forte quand on vit à Goma, puisqu'on a Smiko, on a Tembe, on a... Mais quand vous reculez, c'est bizarre. Enfin, j'ai des activités à Rougari, et là, ils vous disent qu'ils n'ont jamais carrément entendu parler des services bancaires. Et les gens au Congo qui vivent dans des milieux reculés, je crois que c'est quand même une bonne partie de la population. Et donc, si on essaie un peu de numériser l'économie congolaise au point que le mobile money deviendra, n'est-ce pas, une réalité comme par exemple au Rwanda, les transactions qui se font téléphone par téléphone, il y a quand même une couche de la population qui partira en chômage. On est d'accord là-dessus? Non, Bah oui, non. bah si. Pourquoi? Pourquoi? Bah, Déjà, vous le pensez. non, mais les changeurs de monnaie, par exemple, ceux qui font les opérations Airtel Money, M-Pesa, Orange, comment on appelle ça, Mobile Money, tout ça, mais ils partiront au Ils chômage. ne vont pas partir, ils vont s'adapter. Comment? Et s'adapter, ça veut aussi dire la qualité des services va aussi s'améliorer. Au Rwanda, par exemple, on a des maisons de Forex. Pourquoi pas ici chez nous? C'est justement puisqu'on a des changeurs de la monnaie au coin des rues. Je ne vais pas ici faire l'éloge de l'insécurité, que ça les expose peut-être, puisque c'est un secteur extrêmement informel, que ce n'est ni régulé, aucun mécanisme de protection n'est là-dessus. Donc, je pense, je suis optimiste. Et je me dis que c'est une bonne nouvelle. Et tu crois Et puis pas non, mais que... tu crois que la RDC peut vivre sans économie informelle, sans secteur informel? Alors, oui, je le pense. Je le pense. Euh, Pourquoi? Je pense même que ce serait une solution qui aurait des répercussions positives sur beaucoup de secteurs, entre autres la corruption. Imaginez que désormais, toutes les taxes, on les paye directement et que ça aille dans les trésors publics. Et qui est pas, je donne l'exemple du Bitcoin, peut-être, j'aurais aussi donné du mobile money et que l'on envoie directement de l'argent dans les trésors publics. Et que cet argent ne va pas passer par toutes ces personnes qui, au final, empochent l'argent de l'État. Et moi, je pense que la corruption, c'est aussi la conséquence de quand l'argent doit passer entre les mains des gens. Et je pense qu'une économie numérique pourrait résoudre cela. Récemment, tu as participé à une conférence autour de l'arnaque, hein. C'était l'arnaque trading à l'Unigom. La thématique, c'était arnaque trading contre Bitcoin, distinguer les promesses frauduleuses des usages réels. Alors, comment distinguer les promesses frauduleuses dans les cadres, n'est-ce pas, de trading, voilà, comment on appelle ça, euh, des usages réels? Alors, pour répondre, je vais... Comment démêler les vrais des faux? Justement. Comment démêler? Je vais peut-être répondre avec une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans la période où le trading faisait beaucoup parler de lui à Goma. Je prends un motard, je monte sur sa moto et quand on y va, il me pose la question, grand, toi aussi, On a tu tradé. n'as aucun trader? J'ai souri, je me dis, non. Naoué, oui, 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 je suis un grand trader. Je me dis, mais arrêtons de simplifier les choses. Le trading, c'est à la limite une science. C'est tout un secteur avec ses modes d'usage et tout ce qui va avec. Un peu pour dire que déjà ce qui s'est passé à Goma n'est pas du trading. Les trading suppose par exemple des marchés financiers, les trading suppose quand même un peu plus de choses que la ville de Goma ne réunit pas. Et ça, c'est la base. Alors comment les distinguer?
Déjà, généralement, ce qui se passe quand on nous vend l'illusion du trading, c'est pas moi, des systèmes de Ponzi, où l'on vous demande d'amener d'autres personnes, des schémas pyramidales et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas ça, le trading. Le trading, comme je l'ai dit, c'est toute une science. Alors, un autre aspect de ce qui se passe à Goma, c'est que les promesses de gains, ils sont irréalistes. On vous dit que vous mettez votre argent et chaque jour, vous allez avoir 10% 10%. en profit. Alors lui, il trouve cet argent où? Le trading, c'est du risque, c'est une forme d'investissement, c'est une forme de prédiction. Enfin, je crois il y a quand même un ami avec qui était d'ailleurs dans la conférence qui se spécialise dans le trading des devises. C'est un peu pour dire, OK, vous misez que le franc congolais va gagner en valeur par rapport au dollar et que vous le fassiez sur des canaux qui sont réglementés. Surtout ça c'est aussi un autre point, la réglementation. Quand ce n'est pas réglementé, quand les promesses de gains sont aussi bien sûres qu'irréalistes, s'il vous plaît, autant que vous le pouvez, aimez. Mais il y en a quand même dans ces tradings-là qui ont reçu de l'argent. Oui, mais ils sont J'en ai vu qui ont acheté des véhicules. Justement, ils sont et qui, du reste, ont inspiré d'autres à venir. Justement. Parce que lorsque tu viens avec du concret en disant c'est grâce à ça que j'ai acheté mon véhicule, preuve à l'appui, ben, il y en aura qui viendront. Justement, mais c'était déjà une minorité écrasante et ça se passe toujours comme ça. C'est une forme de marketing. Je ne sais pas si vous avez connu, enfin, je l'ai dit comme ça. Moi, j'ai mis par exemple mon argent dans Ristal, pour une alternative et tout. Et c'était aussi ça, les systèmes. Donc, le premier qui arrive, c'est parfois des amis, c'est parfois des célébrités qui, après, ils payent 2 voitures. Ristal de la légende Bellamy Palou. Enfin, je ne voulais pas les nommer. Ben, Je ne voulais pas. Ben, il faut... Justement. Et c'est toujours ça, en fait. Donc, il y a les premiers qui arrivent, qui reçoivent leur argent, qui publient. Donc, tout ce qu'a à faire l'initiateur, c'est de quand même disponibiliser des capitaux de départ pour payer le premier. Et autour d'une année, c'est un système qui ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Puisque le jour où un seul ne pourra pas amener d'autres personnes dans l'écosystème, ça ne va pas marcher. C'est un système qui a été mis en place par un certain Charles Ponzi. Et il y a beaucoup d'études qui ont été... Après lui, il y a eu beaucoup d'autres qui l'ont fait. C'est impossible que cela marche. Il n'y a aucune théorie économique qui se positionne en faveur de ça. C'est de l'arnaque. Alors, on ne pourrait pas en dire autrement. Concrètement, quelles sont les solutions, les perspectives? Comment utiliser intelligemment ces outils? Alors, comment les utiliser? J'aime bien le dire. À chaque fois qu'on a fait des conférences, que ce soit individuellement ou dans le cadre de mon équipe sur Bitcoin, on commence à dire aux gens, on n'est pas ici pour vous demander d'investir. On n'est pas là pour ça. À la limite, vous avez taquiné mon look. C'est pas hasardeux, ne vous en faites pas. À la limite, à chaque fois qu'on veut parler de l'argent, on vient en cravate, on vient en veste. On parle de père riche, père pauvre, de la chèvre et de ma mère, et tout ce qui va avec. Et il y a cette illusion qu'on va aux gens. Je pense que pour se faire de l'argent, il faut créer de la richesse. Créer de la richesse, ça veut dire entreprendre peut-être, ça veut dire créer des solutions. Je ne crois pas en l'argent facile. Je ne crois pas que le Bitcoin pourrait rendre qui que ce soit riche. Je ne crois pas que la crypto et tout ce qui va avec. Non. Notre pays, il a des potentiels qu'on doit exploiter. Et moi, je pense justement, pour exploiter ces potentiels-là, on a par exemple besoin d'un système financier qui inclut tout le monde, par exemple. C'est là que moi, je me dis, le Bitcoin et d'autres plateformes et d'autres solutions... Donc, le Bitcoin, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un investissement. Mais c'est peut-être là qu'on devrait nuancer. Selon Aristote, une monnaie doit répondre à 3 critères. Ça doit être un moyen de paiement. Donc, quelque chose en échange de quoi je peux obtenir des biens et des services. Ça doit être une unité de compte, donc une unité de mesure de la valeur des biens et des services, et le plus important, une réserve des valeurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai par exemple travaillé suffisamment aujourd'hui, mais je ne compte pas travailler demain et après-demain. Donc, dans quelle mesure demain je vais manger le fruit de mon travail d'aujourd'hui? Alors, on a besoin que le fruit de mon travail d'aujourd'hui soit téléporté dans les temps et dans l'espace. Alors, c'est la monnaie qui devrait servir à ça. Et donc, logiquement, une monnaie ne devrait pas se dévaluer, ne devrait pas perdre de sa valeur. Alors, vous l'aurez compris, Bitcoin gagne des valeurs dans la durée. Ça a été créé, je vous l'ai dit, je préfère dire lancé en 2009. Il était à moins de $1.
Aujourd'hui, il est à 70 000 dollars. Alors, les gens, justement, commencent à penser que c'est tout un investissement, ce qui n'est pas vrai. Pourquoi Bitcoin monte en valeur? C'est pour deux raisons. La première, c'est que généralement, son prix est évalué en des monnaies fiduciaires qui, elles, perdent la valeur dans les temps. Et donc, la tendance sera de croire que Bitcoin a gagné de la valeur. Mais un Bitcoin reste un Bitcoin. La deuxième raison pour laquelle Bitcoin gagne de la valeur, je vous l'ai dit, on n'en est qu'à 0,5% en termes de taux d'adoption mondiale aujourd'hui. Et donc, forcément, quand on sera à 2 ou à 1%, forcément, la valeur va doubler. Et donc, plus les gens veulent en avoir, plus la valeur du Bitcoin gagne. Comment bien utiliser ces outils? Question répondante. Ah, enfin, J'ai l'impression que vous l'avez un peu... désolé d'être parti dans tous les sens. Alors, comment utiliser cet outil? Je pense que la première des choses, c'est de s'informer. D'abord, de s'informer, de comprendre comment ça se passe. C'est justement quand on ne comprend pas qu'on est à la merci de tous les vendeurs de rêves qui veulent s'accaparer de notre pognon. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est justement la conséquence de la première, c'est aussi chercher à savoir quels sont les bons outils. Nous, par exemple, je travaille chez Britsat dans l'académie et on offre des formations gratuites, on offre des livres gratuits, on offre des cours et des conférences gratuites, des formations qui sont certifiantes et on constate que les gens ne veulent pas apprendre, malheureusement. Tout le temps, les gens me demandent comment investir en Bitcoin. Je lui envoie des livres, je lui envoie peut-être des Ils ne cours. les lisent pas. Pas vraiment. Du coup, à un certain moment, je préfère être un peu réservé sur la question et j'appelle vraiment aux gens d'apprendre. Enfin, sinon, vous allez vous faire avoir. Donc, c'est un problème de culture. C'est vraiment un problème de culture. On veut devenir riche. C'est pas moi à la vitesse de l'éclair. Sans travailler, on ne veut pas s'informer. Et voilà, les prédateurs aiment ça. Vraiment, les prédateurs aiment ça. J'espère que nos abonnés, vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à... Alors, pas vraiment. Enfin, à part ma satisfaction et toute mon admiration pour le travail que vous faites, je crois que vous êtes aujourd'hui dans les top 5 de chaînes web. Nous sommes la meilleure. Attends. Nous sommes la meilleure, nous sommes la plus suivie. Boussole la politique? Non, mais nous l'avons déjà sur Non, place. mais s'il y avait un public, je lui aurais demandé d'applaudir. Du coup, je l'ai fait seul. Ah ouais, Non, nous sommes c'est la meilleure. impressionnant qu'une chaîne de Goma, enfin, par des jeunes, enfin, peut-être pour aussi dévoiler par des amis d'une manière ou d'une autre, qui portent ces projets et qui se démarquent au Congo, j'enlève mon chapeau. Une chaîne qui... Au figuré, bien sûr, je l'enlève. Je l'enlève. Tout mon respect et mon admiration. Merci beaucoup, très cher Christophe. Surtout, nous sommes très heureux que vous soyez passé ici sur ces plateaux pour édifier, parce que Wab Info, ce n'est pas que voilà, la dissémination des informations qui sont vérifiées ou des analyses, mais c'est surtout ces côtés pédagogiques-là qui permettent, n'est-ce pas, à nos abonnés de lever les voiles sur quelques mythes, lesquels aujourd'hui nous avons parlé, n'est-ce pas, des bitcoins et de mobile money. Merci beaucoup d'être passé. Nous sommes très heureux. On espère que vous repasserez une nouvelle fois de plus lorsque nos abonnés auront besoin de vous. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir réalisé, à Jenny toi de nous avoir supervisé. Nous sommes Gaëtan Kombi. Nous avons été à la présentation de cette émission spéciale. On fixe rendez-vous pour de prochaines éditions.